Mesdames et messieurs, chers amis, je vais demander quelque chose d'exorbitant. Ça ne va pas être de l'argent, c'est plus rare encore. Je vais vous demander votre attention pendant au moins 15 minutes, car le grand moment est arrivé. Nous allons remettre le prix littéraire du salon de Pont-l'Évêque. Et cette année, je sens que le suspense est à son comble, j'ai votre attention, je le sens bien. Et cette année donc, le jury, après un vote enthousiaste, a décidé d'attribuer ce prix 2023 à l'ouvrage d'Hélène Tierchant, Sarah Bernard, scandaleuse et indomptable, qui est paru aux éditions Talendier. Alors, il y a énormément d'adjectifs. Mais oui, tout à fait. On peut l'applaudir. Il y a énormément d'adjectifs élogieux dont je pourrais user pour ce livre, mais je crois que le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est que c'est un livre à la hauteur de son sujet, l'incroyable, la légendaire Sarah Bernard. Il est très très rare qu'une comédienne accède au statut de légende, accède même au statut de mythe. Il y a beaucoup de grandes comédiennes, mais qui n'ont pas acquis ce statut au fil des ans. Et c'est d'autant plus remarquable dans le cas de Sarah Bernard, c'est que finalement, nous disposons d'assez peu de documents sur son activité en scène. C'est-à-dire que nous vivons sur ce mythe, sur ce que nous en ont dit les générations précédentes. Mais, vous le verrez dans l'ouvrage d'Hélène Tierchant, dans le remarquable ouvrage d'Hélène Tierchant, Sarah Bernard, c'était encore plus qu'une immense comédienne. C'était une artiste émérite dans d'autres domaines. C'était aussi une femme engagée. Et elle était la représentante d'un féminisme comme, j'allais dire, nous l'aimons, peut-être que je m'avance, en tout cas comme je l'aime, c'est-à-dire un féminisme qui n'est ni victimaire ni vindicatif, qui est juste un féminisme de femme de tête, de femme forte, de femme qui ne se plaint pas mais qui agit. Et c'est comme ça qu'on aime le féminisme, en tout cas c'est comme ça que je l'aime. Donc, pour toutes ces raisons, indépendamment de la qualité, de la magnifique qualité du livre d'Hélène Tierchant, nous sommes très très heureux d'honorer l'auteur, mais aussi l'objet de cette étude, Sarah Bernard. Je vais maintenant laisser la parole à l'auteur pour quelques mots de réception de ce prix. Hélène Tierchant, si vous voulez bien. Eh bien, bonjour, je suis vraiment très très émue d'avoir eu ce prix, parce que, d'abord, pour moi, c'est Pont-l'Évêque qui reçoit le prix en même temps. J'habite dans le coin, je suis du pays d'Auge, ma famille était à moitié normande, et j'écris dans le pays d'Auge, et je trouve l'inspiration dans le pays d'Auge, dans le silence habité de ma maison au milieu des herbes, des oiseaux, des vaches à côté ou des chevaux. Bon. Et Sarah Bernard était, elle aussi, à moitié normande, puisque son père était du Havre et qu'elle a eu longtemps une maison à cette adresse. Donc c'est aussi un honneur pour la Normandie. Et une de ses premières pièces, elle est venue la jouer à Deauville en 1879 parce que son père étant mort, elle est venue rendre hommage à son tuteur, le duc de Morny, et elle a joué au casino, premier casino de Deauville, Phèdre, son rôle de prédilection. Et comme le disait Éric Nolot, c'est vrai, c'est une femme qui a été comédienne, qui a été sculptrice, qui a été peintre, qui a été autrice avec un humour et un talent qu'on ne reconnaît pas, qui a été une femme aussi engagée, qui a fait des pièces sociales, qui a combattu contre le racisme, qui s'est engagée au moment de l'affaire Dreyfus, qui s'est engagée aussi dans la cause des femmes, mais sans être victimaire. Elle disait « Je ne veux pas voter, je veux simplement prouver aux hommes que les femmes sont aussi des êtres humains, peuvent être aussi directrices de troupes, intelligentes, avoir le même talent que les hommes. » Donc ça, c'est très très important. En plus, c'est une femme qui a eu une vie un petit peu scandaleuse, parce qu'elle a toujours été libre, et quand elle est décédée, le journaliste André Billy disait on pourrait la panthéoniser. Elle aurait pu être panthéonisée. Alors, il se trouve que, outre le plaisir d'être prophète en son pays, Hélène Tierchant va recevoir maintenant
la dotation du prix qui est assurée par le Crédit Agricole, qui est représentée aujourd'hui pour nous par Madame Lombard. Je vais lui demander de venir remettre ce prix, cette fois-ci dans le sens espèce sonnante et trébuchante, à Hélène Tierchamp, et peut-être de nous dire en quelques mots le sens de l'engagement du Crédit Agricole auprès de ce prix de Pont-l'Évêque. Madame Lombard, cher lauréat. Bonjour à tous, Élodie Lombard, toutes mes félicitations, bravo. Je représente donc le Crédit Agricole Normandie, je suis la directrice de l'agence de Pont-l'Évêque. On est ravis de remettre le prix littéraire d'année en année, de participer à ce salon qui est une vraie réussite et un vrai rendez-vous littéraire incontournable de la rentrée sur notre territoire. Donc je voulais aussi quand même féliciter et remercier Madame Benlin et toute son équipe pour l'organisation de ce festival. Nous avons plaisir de découvrir de nouveaux auteurs et de revoir des fidèles. Bravo, encore bravo à vous. Merci. Et pour prolonger cette cérémonie, il va y avoir dans la salle d'à côté où se tiennent les débats une lecture d'extrait du livre d'Hélène Tierchamp. Voilà. Alors, l'auteur en a très très bien parlé, mais si vous voulez entendre sa voix littéraire, ça va commencer d'ici quelques instants. Merci d'avoir assisté à cette cérémonie et bonne suite de salon à tous. Rien n'est jamais simple avec Sarah. Sculpter est aussi pour elle une autre manière d'être en représentation. Pour travailler, elle s'est d'ailleurs fait tailler un costume spécial, composé d'un pantalon de toile blanche et d'une longue blouse de même couleur à collerette et manchettes de dentelle. Comme les rapins d'alors, elle noue à son cou une énorme lavalière, mais comédienne invétérée, le tout Paris se dispute l'honneur de lui servir de modèle. Et la divine réalisera des bustes à l'effigie de nombreuses personnalités de la politique, du spectacle ou de la littérature. Émile Perrin, Georges Clairin, Louise Abéma, William Bousnard, Victorien Sardou, Edmond Rostand, Maurice Maeterlinck, ou encore Émile de Girardin, œuvre conservée au musée d'Orsay. Seul Gustave Flaubert refusa de poser pour elle. Hier, on m'a fait une déclaration. D'amour? Non, de banquiste, écrit-il le 3 mars 1877 à Léonie Brenne, la fille du directeur du Nouvelliste de Rouen. Mon amie Sarah Bernard, que j'ai été voir dans son atelier, je la croyais malade et je me présentais pour avoir de ses nouvelles, m'a déclaré qu'elle me trouvait très beau, plein de caractère, mot artistique. Le tout, je crois, dans le but de faire mon buste. Je ne suis pas de l'avis de mon illustre ami. Je me trouve avachi, ignoble, j'ai l'air à la fois d'un vieux calotin et d'un vieux boucher. Le cœur seul est jeune, et plus jeune que jamais, en dépit de tout. Faut-il préciser que ce défilé de notabilité, boulevard de Clichy, fait le bonheur des caricaturistes? Un dessin d'Adolphe Willett montre ainsi un élégant milord posant devant l'actrice sculptrice qui, pipe au bec dans son accoutrement d'opérette, dégrossit au maillet un bloc de marbre pour lui donner la forme d'un groin de porc. Sans doute cette charge fait-elle allusion à la mésaventure survenue à Alphonse de Rothschild. Lorsque Sarah lui avait montré le buste qu'elle avait fait de lui, le banquier avait eu un haut-le-corps. « C'est moi » avait-il lancé sèchement, refusant d'emporter la sculpture. Le soir même, il lui avait adressé un chèque important, qu'elle lui avait renvoyé déchiré, avec le buste brisé en 1000 morceaux. En dehors de son atelier, c'est une femme, et une femme charmante que Sarah Bernard. Mais dès qu'elle a franchi le seuil du sanctuaire où elle pétrit la glaise, c'est un homme qui tient les bauchoirs. Un homme seul, en effet, peut avoir ce dédain des coquetteries, cette énergie de volonté, cette résistance à la fatigue.
Regardez-la. Je me trompe, regardez-le faire, écrit le journaliste Pierre Véron dans ses coulisses artistiques. Son « le » n'est pas innocent. Au milieu du XIXe siècle, ambitionner de devenir artiste quand on est une femme est une gageure, les femmes étant tenues pour des êtres physiquement faibles par les sommités de la science. Le professeur Paul Broca avait comparé des boîtes crâniennes masculines et féminines et démontré qu'en moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez l'homme que chez la femme, et donc la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. De l'avis de la plupart des critiques de cette époque, il y a donc deux arts. L'art majuscule, apanage des créateurs masculins capables de réaliser des sculptures monumentales, de peindre des grands sujets historiques ou patriotiques. Et l'art avec un petit a, féminin, essentiellement décoratif, cantonné au genre dit mineur, statuettes, scènes anecdotiques, peintures de fleurs, portraits, pastels, miniatures. L'intrusion sérieuse de la femme dans l'art serait un désastre sans remède, martèle un Gustave Moreau, convaincu lui aussi que les femmes sont des êtres positifs et terre-à-terre, dépourvus du véritable don imaginatif. En 1887, un critique belge qui signe les articles qu'il publie dans La Fédération artistique, sous le pseudonyme de Fabienus, se montrera plus catégorique encore. On ne rencontre aux abords du Louvre, du Luxembourg et des académies libres que des gentes demoiselles tenant à la main la boîte à peindre. Toutes les femmes peignent. C'est une des formes de la grande névrose moderne. Cette grande levée de jupe n'a rien de bien inquiétant pour l'art masculin, mais je regrette profondément de voir sortir la femme de son rôle naturel. La fonction naturelle des femmes dans une société me semble être l'allaitement. Or, Sarah Bernard transgresse les codes. Après avoir étudié l'anatomie avec fureur auprès du docteur Jules Parrot et assisté, si l'on en croit la rumeur, à quelques séances de dissection à l'école pratique de médecine, elle s'attelle à une composition magistrale, dans le style de la Pietà de Michel-Ange, représentant une vieille femme tenant sur ses genoux un petit noyer. Elle avait eu l'idée de ce groupe pendant le voyage qu'elle avait fait dans le Finistère avec Gustave Doré. Chaque soir, à la tombée de la nuit, une vieille en noir descendait dans la baie des Trépassés et lançait des quignons de pain dans les vagues. Intriguée par ce manège, l'actrice avait interrogé le propriétaire de l'hôtel où ils avaient trouvé à se loger et appris que la malheureuse avait eu 5 fils, tous péris de mort violente. Les 2 aînés avaient été tués par les Prussiens en 1870. Les cadets, marins, avaient disparu en mer. Il ne lui était resté qu'un garçonnet de 8 ans qu'elle avait élevé comme un paysan de peur de le perdre à son tour. Mais le gamin avait l'océan dans le sang. Les labours terminés, il avait échappé à sa vigilance, couru jusqu'à la baie, poussé une barque à l'eau. C'était marée d'équinoxe, le vent soufflait en tempête, et le bateau avait été happé par une lame. Depuis ce jour, la Bretonne, que la douleur avait rendue folle, allait jeter dans les flots le pain que les villageois lui donnaient par pitié en criant « Portez ça aux petits !» Dans Ma double vie, l'actrice s'explique longuement sur la difficile genèse d'après la tempête, 2 ans de travail ponctués de doutes, de découragement, de reprises, d'entêtement. J'attaquais cet énorme travail avec le courage d'un ignorant. Rien ne me rebutait. Je travaillais souvent jusqu'à minuit, quelquefois jusqu'à 4 heures du matin. Et comme l'humble bec de gaz était insuffisant pour éclairer, je m'étais fait faire une couronne, ou plutôt un cercle d'argent dont chaque fleuron était un bougeoir dans lequel on mettait une bougie, ceux de derrière ayant 4 cm de plus haut que les autres. Et, ainsi casqué, je travaillais sans désemparer. Je n'avais pas une pendule, pas une montre avec moi. Je voulais ignorer l'heure, sauf quand je jouais. Alors une femme de chambre venait me chercher. Que de fois je n'ai ni déjeuné, ni dîné ayant oublié. J'étais alors prévenu par un évanouissement de faiblesse et vite je me faisais chercher des gâteaux. Reçu au salon de 1876, après la tempête, suscite d'emblée la polémique. Si le public s'extasie devant la puissance du groupe, certains courriéristes soupçonnent l'actrice d'avoir engagé un nègre. L'œuvre est à 1000 lieues des bustes qu'elle modèle d'ordinaire, et elle paraît trop puissante pour être de la main d'une femme. Rares sont les critiques qui louent le talent de l'artiste sans arrière-pensée, à l'instar de Théodore Véron qui écrit dans le Mémorial de l'art et des artistes de mon temps « Mademoiselle Sarah Bernard, sociétaire du théâtre français, a eu l'heureuse idée de corroborer son bel art par celui de la sculpture.
sachant bien que la plastique et la forme devaient lui donner le perfectionnement de ses qualités éloquentes et mimiques. Voilà une artiste qui méritait tout au moins une médaille 3e classe, avec son beau groupe Après la tempête, si dramatique, si vrai, qui a eu un si légitime succès. Le jury, en effet, n'a attribué à Sarah qu'une mention honorable. Mais l'actrice ne se tient plus de joie. Il me semblait maintenant que j'étais né pour être sculpteur, et je commençais à prendre mon théâtre en mauvaise part. Je n'y allais que par devoir, et je me sauvais le plus vite possible.